les évacuations, c'est terminé, tout a été fait. Maintenant, on va passer aux alimentations d'eau froide et d'eau chaude. On va faire un truc un peu spécifique, mais je vais t'expliquer ça juste après. Donc ici, au-dessus du WC, je vais venir installer toute la partie alimentation d'eau. C'est-à-dire que je vais installer mes nourrices d'eau froide et d'eau chaude pour pouvoir couper chaque circuit de la cuisine d'été un par un et également un chauffe-eau. Donc ici, j'ai décidé de mettre un chauffe-eau instantané. Pourquoi? Plusieurs raisons. Le chauffe-eau principal de la maison est à 40 mètres d'ici, donc ça ferait un peu loin pour amener l'eau chaude jusque là, l'ouvrir et attendre que ça arrive. Et deuxième chose aussi en termes de place. Comme on va pas s'en servir non plus souvent, ça sera juste, on va dire, de juin à septembre. Le chauffe-eau instantané devrait être suffisant juste pour venir prendre une petite douche et utiliser l'évier. Et je pense que économiquement, on sera mieux parce que pas besoin de faire tourner un chauffe-eau tout le temps. Là, on va lui demander de chauffer que au moment où on va tirer de l'eau. Donc, je te dirai, moi, après utilisation, si vraiment c'est efficace, mais on va essayer de partir là-dessus. Je pense que ça devrait être pas mal. Donc, le but est d'installer toute cette partie-là au-dessus du toilette. Profitez du fait qu'on refasse un caisson dans les toilettes sur toute la hauteur pour pouvoir mettre toute la partie technique ici. Donc, je ne vais pas venir fixer ça directement sur le mur en parpaing, parce que je vais isoler et pour éviter d'avoir un gros pont thermique ici, on va devoir faire quelque chose d'un peu différent. C'est pour ça que j'ai pris cette planche qui est juste ici, c'est un râpe de chantier. Et ça, je vais venir la positionner en fait juste au-dessus, avec des tiges filetées qui vont pouvoir me donner ici un écartement et pouvoir passer toute mon isolation derrière. Comme ça, je sais que derrière cette partie technique, je serai isolé. Pour l'installer, je vais utiliser des pitons de rénovation qu'on utilise généralement pour faire des faux plafonds avec des tiges filetées, de la tige filetée et des écrous, contre-écrous et rondelles pour pouvoir la maintenir écartée de mon mur extérieur et pouvoir passer mon isolant derrière. Le support est terminé. Tu vois, on est sur quelque chose, même si ça se verra jamais. C'est droit, c'est d'aplomb. On a l'épaisseur suffisante pour passer un isolant, tu vois, juste derrière. Et là, je vais être vraiment au top pour pouvoir fixer mes nourrices et mon petit chauffe-eau instantané. On va avoir largement la place. Et le jour où je ferai l'habillage de mon toilette, eh ben, tout simplement, je ferai une trappe ici accessible pour aller accéder à tout l'ensemble des alimentations d'eau. Maintenant, on va mettre en place les nourrices, le petit chauffe-eau, et comme ça, on va voir après comment on dispatche toutes nos alimentations. Mon support est préparé, j'ai démonté mes nourrices et je vais commencer à préparer tous mes raccords que je vais devoir faire en joint de filasse. Donc, quand tu as une vanne comme ça, mâle et un écrou femelle, tu ne viens pas mettre un joint fibre, ça ne tient pas, ce n'est pas fait pour. Quand tu viens faire un raccord où tu as besoin de faire une filasse, tu vas avoir besoin d'une filasse, tu vas avoir besoin de pâte à joint et d'une lame de scie à métaux ou une multiprise, peu importe, pour pouvoir venir gratter tes filetages qui sont juste ici pour pouvoir créer une adhérence au niveau de ta filasse. Comme ça, quand tu vas venir la mettre à l'intérieur avec ta filasse, celle-ci va bien rester coincée par tous les petits crans que tu vas créer autour de celui-ci. J'en ai deux à faire, je m'occupe de ça. Comme ça, après, je pourrais remettre mes nourrices en place et commencer à créer tous mes raccords.
Et là, tu vois ce qui est important, quand tu fais ton joint de filasse et que tu viens visser ton raccord dans celui-ci, ce qu'il faut vérifier, c'est que ta filasse, elle tourne en même temps que ton raccord. Si celle-ci ne bouge pas quand tu visses ton raccord ici, tu peux être sûr que l'étanchéité ne sera pas faite, car la filasse ne sera pas rentrée à l'intérieur de tout le filetage. Tu visses, tu vois, tu as la filasse, elle, qui tourne en même temps. Donc là, on sait que l'étanchéité va être super bonne. Et un joint de filasse, quand c'est étanche la première minute, tu peux être sûr que ça sera étanche toute sa durée de vie. C'est pour ça que je fais tout le temps ça, quand c'est nécessaire. Au moins, tu peux être sûr que tu n'auras jamais de fuite. Bon, ça y est, comme tu peux le voir, les nourrices sont installées. J'ai fait déjà un premier branchement, donc celui qui va amener l'eau chaude jusqu'à ma nourrice, où on va repartir à l'évier et à la douche. Me demande pas pourquoi j'ai mis une vanne ici, même moi je ne comprends pas, je me suis un peu trompé, c'est pas grave, ça fera toujours une entrée en plus, celle-ci restera fermée, donc pas trop de soucis, mais j'avoue que celui-ci ne sert à rien du tout. Donc maintenant je vais repartir pour ramener mes réseaux. Je ferai l'eau froide après parce que pour l'instant il me manque un raccord, donc on va le faire au moment où je l'aurai. Et là du coup je vais ramener toutes mes arrivées d'eau là où il faut. Sachant qu'il va me manquer aussi quelques raccords que Chérie est partie me chercher. Si j'ai le temps, je les installerai aussi aujourd'hui. Et là, on va amener du coup tout ça là-bas. Là, on est sur les colliers de chez Ram Fixation. C'est une entreprise française, donc si on peut les faire travailler, on le fait. On est sur des colliers doubles en 25 parce que j'ai décidé ici d'utiliser du multicouche isolé. Donc, pourquoi isolé? À la base, j'étais parti sur du gainé, mais du fait que ça va être un local qui ne sera quand même pas chauffé, et si jamais j'oublie de couper l'eau en hiver et de purger tout le réseau, ben je veux pas que celui-ci gèle, surtout que mes multicouches vont passer derrière mon isolant. C'est-à-dire que le multicouche va être installé là, entre mon mur et mon isolant. Donc du coup, je suis parti sur un multicouche isolé. Ce n'est pas fait pour garder l'eau chaude jusqu'à la douche, etc. C'est vraiment pour éviter que ça gèle et que ça pète. Donc, on a du rouge pour l'eau chaude, on a du bleu pour l'eau froide. Et le but de ces colliers-là, ça va être de les installer et de venir prendre, tu vois, comme ceci, mes deux multicouches qui vont aller là. Donc jusque là-bas et jusqu'ici. Donc on va essayer de faire un travail propre, on va essayer de se mettre ça de niveau, voilà, pour que ça soit quand même nickel, même si ça se verra jamais. Au moins on sera sur quelque chose d'impeccable. Donc je me lance là-dessus, je fais mes trous, je passe mes multicouches et il n'y aura plus qu'à raccorder. Bon voilà, une bonne partie de faite. Donc comme tu as vu, les raccords au niveau de la douche, c'est fait, tout est de niveau, tout est propre. Là, si tu te demandes pourquoi j'ai fait un Kundelich, eh bien c'est normal. C'est parce que ici, comme je n'ai pas encore l'emplacement exact et définitif, je me fais hop, des S comme ça pour pouvoir tout simplement jouer un peu après avec, les régler en fonction de là où je vais devoir aller. Et j'ai un peu de jeu parce que si je les faisais aller tout droit comme ça, bah, si jamais il faut que je retourne un peu là ou un peu là-bas, ça aurait été plus contraignant. Alors que là, je vais pouvoir jouer de tous les côtés et ça ne changera rien du tout au fait que ça va super bien fonctionner. Ensuite, mon évier est ramené là. Je me suis trompé de platine, j'ai pris une platine PER, j'ai pas fait attention. Donc il va falloir que je prenne une platine pour multicouche,
que je vais venir mettre juste ici avec des rosaces. Tu vas voir à la fin, ça va être super propre. Concernant la hauteur, moi, tout ce qui est évacuation et arrivée d'eau, je les mets entre 50 et 60 cm par rapport au sol fini. C'est une cote qui est nickel pour pouvoir brancher ton siphon à hauteur en évitant de mettre des coudes, et également pour tout ce qui est mitigeur, c'est pas mal non plus, ça correspond très souvent avec la plupart des éviers. Maintenant, on va pouvoir passer au raccordement du toilette. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne. C'est assez simple. Ici, on a une petite vanne. Donc pour moi, le gros avantage de ce bâti, c'est que tu vois le raccord avec la vanne d'ouverture d'eau est à l'intérieur de la partie chasse d'eau. Donc c'est-à-dire que tu n'auras aucun raccord en dehors du toilette. Donc là, ça n'aurait pas été grave parce que j'aurais une trappe d'accès de façon ici. Mais alors ça, c'est génial. Donc je vais pouvoir là rentrer mon multicouche par le haut, le rentrer ici et venir me raccorder là directement avec un écrou libre et sur ma nourrice juste ici. Bon, ça y est, toute la partie nourrice là est terminée. Donc tout a été branché. Maintenant, il n'y a plus qu'à amener le réseau principal directement dessus pour alimenter toute cette nourrice et se dispatcher après partout dans les autres pièces de cette cuisine d'été. Donc, je vais devoir venir brancher ici l'arrivée principale. Là, c'est fermé. Une fois que je vais ouvrir ma vanne, ça va m'alimenter tout le reste et je vais pouvoir fermer au fur et à mesure ou ouvrir ce que j'ai besoin. Donc, ici, on est sur du PER. Alors, tu vas me dire, mais Alex, pourquoi tu as mis du PER alors que tu n'utilises que du multicouche? À l'époque où j'ai ramené l'eau jusqu'ici, chez mon fournisseur, il n'y avait pas de multicouche gainée. Ils avaient que du PER. Donc, j'avais pris du PER de 20 sous gaine. C'est pas grave, ça faisait l'affaire. Mais par contre, maintenant, pour venir me raccorder directement dessus, il va falloir que j'utilise des raccords passerelles. Alors, tu vas me dire, oui, mais Alex, tu aurais très bien pu venir raccorder ton PER directement sur ça. Oui. Donc je vais le faire de cette partie-là, sauf que je n'ai pas le raccord sur moi. Donc il va falloir que je le refasse après par la suite. Mais je vais pouvoir venir quand même le faire sur celle-ci. Parce qu'il faut savoir que pour l'instant, le réseau qui vient en PER de 20 ici, il m'a alimenté simplement toute la partie jardin. Enfin toute, juste la partie robinet extérieur. Donc tu vois, il part là, hein, c'est le bleu, il vient ici. Il est arrivé là, comme je suis un petit malin, je suis reparti en multicouche ici, et là, il venait alimenter cette partie-là. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse une déviation de ce réseau-là. Donc comme il revient ici, là, je vais alimenter celle-ci, on va repartir là, ça va être mon alimentation de robinet extérieur qui vient là. Et donc ici, il va falloir que je fasse un raccord PER multicouche, tu vois, juste là. Donc, je vais reprendre un raccord, je vais utiliser du multicouche de 20, tu vois là il m'en reste un bout ici,
c'est isolé en rouge, mais c'est pas grave. Mais du coup, je vais me remettre en 20-20 parce que sinon, il aurait fallu que j'achète un raccord 20-16. Donc, on se facilite la vie. Et là, tu vois, ici, on est sur un raccord passerelle. Un raccord passerelle, lui, te sert à passer d'un multicouche à un PER ou alors d'un multicouche à un cuivre, etc. Donc, ce qu'il faut faire attention sur ce type de raccord, c'est que tu vas devoir utiliser un type de matrice spécifique au multicouche. Donc là, moi, c'est du TH. Et ici, un type de matrice différent pour le PER. Donc comme tu vois, on est sur du RFP spécialement fait pour sertir la partie PER. Donc c'est surtout ça qu'il ne faut pas faire attention, il ne faut pas se tromper de matrice pour pouvoir sertir tout son réseau. Donc là, la première chose que je vais faire, tout simplement, c'est en prendre plein la tête. J'ai coupé l'eau en bas, mais il reste toujours un petit peu d'eau quand même dans le réseau. Donc il va falloir que je vienne couper mon PER pour pouvoir venir le raccorder ici et de l'autre côté. Donc on va se faire une première coupe là. On va se laisser un petit peu de jeu parce qu'on en a. Et on viendra raccorder de ce côté-là un peu plus tard. Bon, tu vois, au final, ça va. Il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc là, le but, ça va être de lui faire quand même une belle courbe parce que c'est du PER. Et le PER, ça se travaille pas aussi bien que du multicouche. Et c'est bien pour ça que je travaille jamais avec ce type de produit parce que je ne suis vraiment pas fan. Donc là, tu vois, on va venir l'amener juste ici. Et là, je vais devoir mettre mon raccord passerelle à cet endroit-là. Donc, on va changer le multicouche et on va le remplacer par un bout de 20 pour faire mon raccord passerelle juste là. Ok, c'est du rouge, c'est pas grave, moi je le saurai, ça sera caché, ça se verra jamais. Mais je vais pas en racheter juste pour une couleur. Donc là, je vais ramener mon PER jusqu'ici et je vais pouvoir le couper au bon endroit. Donc on regarde, on va se mettre comme ça, comme s'il passait dans la tâche. Et là, c'est parti. On coupe le PER. On va venir ébavurer le multicouche. On va rentrer la bonne partie du raccord passerelle dans le PER et on va faire la même chose dans le multicouche. Comme d'habitude, on fait super attention aux témoins. Si on voit bien le multicouche dans le témoin ici et le PER là, ça veut dire qu'on est assez rentré. Dans un premier temps, je vais venir sertir mon multicouche avec mon TH de 20. Et ensuite, je vais venir changer mes matrices en TH pour les passer en RFP pour sertir le PER. Donc tu vois, celles-ci, on voit qu'elles sont vraiment pas faites du tout pareil que le TH. Donc attention de ne pas te tromper. Une fois que c'est fait, tu retires toujours ton raccord. Et là, tu viens les passer dans tes colliers pour qu'ils soient fixés ensemble. Et voilà, premier raccord passerelle est fait. Donc là, maintenant, on va venir accorder l'arrivée générale, PER de 20, avec un raccord à sertir RFP. Donc, le problème du PER, contrairement à du multicouche, c'est que celui-ci ne se travaille pas de la même façon. Tu ne peux pas le couder et il n'est pas à mémoire de forme. Donc, pour le couder, tu vas être obligé de faire des très grandes courbes. Donc là, c'est pour ça que je fais exprès de laisser autant de jeu pour que celui-ci, tu vois, en venant le mettre ici, eh ben, ne fasse pas une cassure et vienne à se plier. Et là, s'il venait à se plier, bah forcément, on risquerait la fuite. Donc, on va pouvoir venir mettre hop, notre raccord comme ça, le sertir avec la bague RPF. On vient se mettre contre la bague blanche juste ici. Et là, on peut venir... Et là, on peut venir sertir le raccord.
On vient mettre notre joint fibre. Bon, là je viens de faire une petite bêtise, c'est-à-dire que avant de sertir mon raccord, j'aurais dû le mettre dessus parce que je viens de me rendre compte que j'en ai pris et ce n'est pas à écrou libre juste là. Donc heureusement que c'est des paquets de 2, je recoupe mon PER, je mets mon raccord ici. Ce qui est embêtant, c'est que du coup le jour où il faudra le démonter, je serai obligé de couper mon PER, mais j'espère qu'il n'y aura pas à le faire. Bon, ça y est, maintenant la plomberie ici est terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller remettre en eau en bas. Et maintenant, il n'y a plus qu'à voir s'il y a des fuites ou pas. Bon, allez, maintenant, c'est remis en eau jusqu'ici. Donc, pas de souci. Ce qu'il va falloir faire, c'est ouvrir cette vanne-là. Mais avant, on va les fermer parce qu'elles ne sont pas toutes bouchonnées, forcément. On attend aussi de mettre en place la plaque de plâtre pour pouvoir terminer tout le réseau. Donc on ouvre et on va déjà regarder s'il n'y a pas des fuites au niveau de ces raccords là. Hop. Donc là, moi j'ai entendu que ça s'est mis en eau. On peut faire un petit test tout d'abord sur ici la sortie de jardin extérieure. Donc on entend que ça coule bien, c'est normal. Je n'avais pas fermé le robinet. Hop, on éteint. Donc là on sait qu'on est bon déjà. On n'a pas de fuite, nulle part. On vient bien vérifier toujours tous ces raccords, là aucun souci. On va pouvoir mettre en eau également le toilette et je vais te montrer qu'on va pouvoir tester une partie de l'évacuation avec un outil spécifique. On peut même regarder un peu là, tu vois, on va rouvrir un peu histoire de dire l'eau froide de la cuisine. Hop. Et là. Hop, ça coule, c'est bon, on a bien de l'eau là. Et on peut faire la même chose pour la douche tout là-bas. Alors je pourrais mettre des bouchons hein, si je voulais. Hein. On est bon. Ici forcément là j'ai pas ouvert parce que le chauffe-eau tout simplement il n'est pas encore relié électriquement. Mais on peut quand même regarder. On va ouvrir la vanne pour vérifier qu'on n'a pas de fuite au niveau de nos raccords juste ici. Et pareil, ça nous permettra de vérifier là si on a un problème là. Donc ça, on sait que c'est bon et qu'il n'y a pas de fuite. Maintenant, on va vérifier une partie des évacuations et je vais te montrer avec quoi. On va pouvoir vérifier l'évacuation des toilettes avec cet objet-là. C'est un truc tout bête que j'ai acheté sur Amazon. Je te mettrai le lien en description et tu vas voir franchement ce truc-là pour ceux qui posent des bâtis supports. C'est le truc tout bête, mais super important. Donc tu vois, on a ici l'entrée de l'arrivée d'eau et juste en bas, l'évacuation. On vient tout simplement retirer nos bouchons et on vient mettre ça aux emplacements prévus. Donc comme les bâtis supports, c'est universel pour toutes les cuvettes, ça rentre forcément dedans. Ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir y venir également, soit jeter des seaux d'eau, soit je te donne un indice pour les garçons. T'as compris, quand tu es sur le chantier et que tu n'as pas de toilette parce que forcément tu viens de le retirer, et tu vas pouvoir aller au petit coin sans attendre que ton toilette soit finie. Donc la vanne des toilettes est bien ouverte, on peut mettre en eau celui-ci. Le flotteur lui fait son boulot, on va le laisser se remplir et à partir de ce moment-là, vu qu'on a mis cette caisse-là en place, on va pouvoir tirer la chasse d'eau et voir si on n'a aucune fuite au niveau de nos raccords en PVC. Le réservoir d'eau est bien rempli jusqu'à la limite des 6 litres. On va pouvoir tirer la chasse d'eau et voir si tout s'évacue bien
dans le PVC jusqu'ici. Donc là, ça y est, on a pu vérifier et comme on peut le constater, on a 0 fuite d'eau sur toute la partie PVC en sang. Ici, on pourra vérifier en envoyant de l'eau là, mais franchement, je ne m'inquiète pas du tout. Je le ferai par avis de conscience, mais je suis sûr qu'il n'y aura aucune fuite au vu des peu de collages qu'il y a et les 0 soucis qu'on a déjà eu en faisant des collages PVC. Donc ça y est, comme tu l'auras compris, l'épisode est terminé. On se retrouvera dans le prochain avec la pose des menuiseries de la cuisine d'été. Ça y est, elles ont bien été commandées. Elles devraient normalement arriver dans les prochains jours. Et si tout se passe bien, je pourrai les poser et te mettre l'épisode suivant dans 15 jours. Ça peut arriver aussi que l'épisode ait des gros décalages. Pas forcément 15 jours, mais peut-être plus, et ça dépend enfin tout simplement des marchandises quand je les reçois en temps et en heure, et également de mon activité professionnelle. J'ai quand même mon entreprise, on a de plus en plus de chantiers, de plus en plus de boulot, de plus en plus de demandes, et forcément c'est difficile de pouvoir répondre à mes clients et à la communauté sur YouTube en sortant les épisodes, en les filmant, en les montant, en les envoyant. Enfin, tu m'auras compris, comme je fais tout moi-même et tout seul, c'est pas forcément évident de pouvoir allier tous mes projets ainsi que ma vie de famille et pouvoir respecter toujours les temps donnés. Donc, si ça ne sort pas dans 15 jours, ne m'en veux pas, mais en tout cas, on continuera l'avancée des travaux de la maison et ça, tu peux être sûr, tu vas les voir jusqu'à la fin. Allez, je t'embête pas plus, n'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, mets un like et n'oublie pas de commenter. Ciao les bros!